De retour également en direct sur la chaîne Innov TV, System Factory TVT Innovation, sur YouTube pour suivre nos échanges et nos retours d'expérience. Le premier retour d'expérience de la matinée, de la journée, c'est avec Jean-Luc Bayer que nous allons le vivre. Il est diplômé de l'ISI-TV. Donc l'ISI-TV, c'est l'école d'ingénieurs dans laquelle nous nous trouvons. C'est l'ancêtre de CITEC. Il a commencé sa carrière dans le monde industriel pendant plusieurs années avant de lancer ses propres entreprises, Enovia et Crazylog, il y a maintenant 15 ans. Et le sujet de retour d'expérience qu'il nous propose pour ce 2MF 2023, c'est la documentation technique, la grande oubliée de l'industrie du futur. Jean-Yves, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Bernard. Voilà, donc en quelques mots, mais c'est pas forcément pour donner des chiffres ou faire du commercial, mais c'est important de préciser le contexte. Donc nous, chez Enovia, on accompagne en fait des entreprises industrielles à optimiser les processus et également à consolider le référentiel technique pour améliorer la capacité de maintenance des équipes et donc la disponibilité d'usines. Ce qui est important dans cette planche, c'est qu'on a travaillé sur 220 usines depuis 15 ans et dans 22 pays. Et dans toutes ces usines et ces pays, il y a un constat unique, c'est je trouve pas la doc, et quand je la trouve, elle est fausse. Alors la doc, qu'est-ce que c'est hein? Donc la doc technique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un support qui permet de retranscrire des données et de les rendre lisibles par un être humain. Voilà, c'est déjà la première fonction de la documentation. Donc la dualité entre la donnée, l'accessibilité et également une relation forte évidemment, puisque quand on parle de documentation technique, on parle d'une relation forte entre les équipements et la manière de les utiliser ou de les maintenir qui sont portés par l'équipement. Donc il y a cette dualité contrairement à un roman policier ou à une facture. Voilà, qui n'a aucun lien avec de la documentation technique, mais qui est de la documentation. Je fais une petite aparté. Quand on parle de documentalistes, c'est plutôt des gens qui vont gérer des livres dans des bibliothèques, mais pas forcément de la documentation technique. Et c'est bien une des erreurs qu'on a pu constater, c'est qu'on met les mauvaises personnes à faire les mauvaises choses, et notamment des documentalistes qui ne sont pas des techniciens, pas des ingénieurs, et qui sont bien mal à l'aise en général pour assurer ça. En plus que la documentaliste ou le documentaliste qu'on met, c'est la personne qui a eu un grave accident de vie et dont on ne sait pas quoi faire dans l'entreprise. Donc c'est très fortement hétérogène, donc c'est beaucoup de formats différents, c'est des fichiers Office, c'est des PDF, c'est des vidéos, c'est tout un amas. Et diversité et également quantité qui sont mélangées et qui rendent donc son exploitation et sa lisibilité difficile. Donc ça se compose souvent d'informations techniques, donc le design, donc ce qu'on appelle le dossier de définition là, pour les militaires. Dans le civil, c'est tout le dossier d'études qui représente à peu près 10% en volume. Voilà, même si c'est souvent la partie noble, mais c'est assez peu utilisé, sauf quand on va faire des modifications de la conception ou des équipements en eux-mêmes. Par contre, le gros de la troupe, c'est la documentation d'exploitation et de maintenance et la documentation qualité qui est utilisée au quotidien. Mais vous verrez par la suite que ce n'est pas forcément celle sur laquelle on met le focus, l'argent, l'énergie et les compétences. Donc là, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de documents et qui contiennent beaucoup de données et avec des formats hétérogènes nombreux et donc une capacité à se perdre rapidement dans ce flot de données et de supports. Voilà, donc alors j'ai mis un paquet parce que bon, alors j'ai été poli, hein, j'ai mis un paquet de contenu, mais c'est un peu le premier réflexe ou les premiers mots qu'on entend, c'est un gros paquet de matière malodorante qu'on doit et les utilisateurs doivent vivre avec. Ils vivent avec puisque c'est indispensable. Donc alors, tout ça, ça induit quoi? Ça induit des problématiques, hein, c'est-à-dire on parle de disponibilité. La disponibilité, c'est réparer rapidement pour remettre en condition nominale un système pour qu'il assure sa fonction. Donc c'est un peu la définition de la maintenance. Et donc réparer rapidement, c'est réduire l'indisponibilité, donc c'est augmenter la disponibilité. Et pour réparer en sécurité, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut à un moment avoir la bonne connaissance, la bonne information, prendre le temps
et prendre le temps de consulter la documentation. Sauf que si on ne la trouve pas, tant qu'on ne la trouve pas ou tant qu'on ne trouve pas la bonne donnée à l'intérieur, la machine reste arrêtée et donc on perd de l'indisponibilité, ce qui peut entraîner des risques financiers, mais également des risques, un risque pénal et un risque en termes de sécurité. Si j'ai ma documentation, soit je ne la trouve pas et je décide d'aller outre, donc j'ai pas la bonne procédure, j'ai pas le bon document, je vais me dire de toute façon, faut que ça tourne, j'y vais, et là, risque. Ou alors la documentation est fausse. Et donc là, je vais suivre ma procédure, mais je vais peut-être pas m'apercevoir, je suis débutant, je suis pas confirmé, je vais peut-être pas m'apercevoir que derrière, je vais risquer peut-être ma vie dans le pire des cas, mais je vais surtout risquer de dégrader l'équipement. Et là, je vais tout gagner puisque non seulement je mets du temps à le réparer, et en plus, je le détruis ou je le dégrade un peu plus. Donc ça entraîne un risque pénal qui existe donc évidemment que doit assumer le responsable de maintenance et le responsable de site. Et la première chose que les gens, que l'inspection du travail ou la gendarmerie, suivant la gravité de l'accident, vient voir, c'est la documentation. Donc ça donne aussi, donc ce que j'expliquais, c'est possibilité limitée d'auto-formation, c'est-à-dire que si on met des heures à trouver quelque chose et que quand on trouve c'est faux, on va plus aller le chercher. Et donc on va pas pouvoir à un moment se réapproprier, réapprendre, relire régulièrement les procédures, les instructions, la notice technique de la machine sur laquelle on doit intervenir. Donc on se prive d'une capacité d'auto-formation et on se prive, comme un petit peu quand on est sur une recherche sur Google, quand on a, alors c'est encore plus extrême, mais quand on cherche au plus de 2 secondes, on se fatigue et on se dit ok, je me débrouille, je trouverai l'information ailleurs. Et là c'est un peu pareil, sauf que ça peut avoir des conséquences qui sont assez graves. Donc la mauvaise maîtrise des réparations sur la suivi de la configuration, forcément mauvais document, mauvaise rechange, mauvaise procédure, mauvaise interprétation, et forcément je fais une mauvaise gestion de mon installation. Ça c'est une statistique donc qu'on a confirmée, qui est publique. Donc 60% du temps d'un technicien, ingénieur de maintenance, c'est de chercher de l'information. Et pourquoi c'est aussi long? Parce qu'il la trouve pas en général. Voilà. Donc 60% c'est énorme. Ça ne veut pas dire que en trouvant plus vite, on va supprimer des gens à la maintenance. Attention, parce que le raccourci est facile. Au contraire, on va leur permettre de faire leur métier de maintenancier et pas de documentaliste, quoi. En tout cas, ce ne sont pas des responsables de bibliothèque. Et donc, il faut comparer la documentation technique à un actif comme un autre. Dans une centrale thermique, on a une turbine. Toutes les attentions sont concentrées sur la turbine qui produit l'électricité, qui, elle, est valorisée. Eh bien, la documentation technique, c'est un actif comme un autre. Et à ce titre-là, il doit être maintenu, entretenu, et il doit avoir un budget qui est affecté à la gestion et à la mise à jour de ces documents. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, dans ce qu'on a pu constater. Bon, mais c'est pas grave de toute façon parce qu'on va mettre une GED, une gestion électronique de documents. Donc tout ce que je vous dis, bon, c'est bien, mais là, on va mettre un outil. Et les outils, les discussions qu'on a des fois avec nos clients, ils nous disent, ouais, attendez, la GED, parce qu'on développe des outils, mais votre GED, est-ce qu'elle fait des workflows? Est-ce qu'elle permet d'avoir des modèles automatiques qui permettent de créer des documents en masse? Je lui dis non. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, 75% du temps, c'est pas la peine de créer des documents, on les consulte. Donc on a focalisé nos fonctionnalités sur la consultation, la recherche, et donc mettre à disposition rapidement de l'information. Et pas forcément créer rapidement de la documentation. Et là on a fait un petit schéma, je me suis amusé, donc sur une usine un peu classique, 5 ans de construction mise en service, et ensuite 30 ans, des dizaines d'années d'exploitation, mettons 30-40 ans d'exploitation et de vie, on s'aperçoit que 75% du temps, c'est à peu près le volume bleu, c'est de la consultation, de la documentation, c'est du temps de consultation. Et cette tendance, évidemment, s'inverse. Quand je suis en conception, en fabrication, en montage, j'ai besoin de beaucoup de documents et de produire des documents qui vont justifier de ma conception. Mais par contre, je vais être beaucoup plus pauvre en consultation et l'inverse, quand je suis en exploitation, je suis très riche en consultation. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une norme qui s'appelle NFX 60027, je finis le terme, qui explique tous les processus de maintenance, et ça a été fait sous le couvert de la FIM, qui dit que y a des processus qui existent pour, quand on modifie, remplace, optimise un actif, un équipement, je dois mettre à jour sa documentation, évidemment. Enfin, c'est tellement évident que personne ne le fait, quoi.
je dois classer mes documents par équipement. Parce que quand un technicien, un ingénieur cherche un document, il ne cherche pas un plan, il cherche la manière de réparer un équipement. Vous voyez, donc on a souvent des classements documentaires, on va dire oh, bah, c'est facile, on va classer par plan, on va classer par datasheet, par manuel, par fournisseur, par machin. Et en fait, on s'y retrouve pas parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est quand ils ont un problème, ils veulent que ce code qui identifie de manière unique l'équipement lui permette de retrouver la donnée et l'information nécessaire. Bah, évidemment, il faut un outil derrière, mais il faut un outil derrière qui permette de gérer cette dualité, c'est-à-dire qu'un équipement peut être utilisé sur plusieurs équipements. Et ça, les gestions électroniques de documents classiques ne le permettent pas. Voilà, je gère des métadonnées, donc je peux associer un équipement à un document et point barre. Sauf que mon capteur, si j'ai 100 fois le même capteur dans mon installation, eh ben, je vais avoir une documentation qui est toujours la même. Voilà. Mais ça, c'est pas géré. Donc lié évidemment à la gestion électronique de documents et la gestion de maintenance assistée par ordinateur, donc les deux outils étant complètement complémentaires, c'est très important. Et évidemment, pouvoir donner accès aux techniciens et à sa documentation sur site. Voilà, et tout ça, ça nous amène à, si on met tout ça en place, ça nous amène à augmenter la disponibilité, réduire la charge mentale, donc ça veut dire limiter évidemment aussi les risques, acquérir des compétences nouvelles et attirer les jeunes générations qui ont du mal à comprendre qu'on travaille avec des classeurs et des fichiers Excel au XXIe siècle. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Yves Bayer, et en plus d'avoir respecté le temps, hein, le petit bruit que vous avez entendu, c'est le timer, puisqu'on a mis une règle du jeu, les retours d'expérience c'est 10 minutes et les keynotes c'est 15 minutes.